Défaite après défaite aux élections, meurtre après meurtre, attentat après attentat, dans nos rues ou sous nos toits, victoire sur victoire du front islamique avec les abayas et les voiles dans nos écoles, toute la conjoncture nous enfonce de plus en plus dans l'abîme de la décadence et de la chute civilisationnelle. Mais mon rôle est de vous présenter une vision résolument optimiste. Au cours de cette vidéo, je vais énoncer 10 commandements pour un Français sain dans une France saine. 10 axes sur lesquels travailler et je citerai des personnalités à suivre pour que vous puissiez accomplir ces objectifs. À noter que les 10 commandements que je vais énoncer s'adressent à tous ceux qui veulent évoluer personnellement. Mais ils s'inscrivent dans le cadre de mon projet de renouer les Français à leur nation et d'en faire des patriotes. Vous comprendrez que le but va être de se changer soi-même pour changer la trajectoire décadente de notre pays. On ne va pas essayer de changer le monde. Il faut arrêter les conneries. La France est déjà un projet suffisamment complexe, donc les citoyens du monde, ça dégage. Je vous invite par ailleurs à me suivre sur Instagram, c'est le principal canal communautaire où je vous sollicite pour l'élaboration de mon travail. Cette vidéo est d'ailleurs basée sur les suggestions pertinentes que vous m'avez faites sur Instagram. D'abord, quelle méthode vais-je vous suggérer? Eh bien, c'est simple. Le changement de société s'opère par le changement de soi-même. L'idée ici n'est pas de façonner un monde idéal qui s'impose à tous. L'idée est de se modeler soi-même dans l'espoir que d'autres le fassent et que la somme des comportements exemplaires construise un monde idéal. La finalité est la même, tendre vers un idéal, mais quand l'homme de gauche va chercher à créer directement cet idéal, c'est la révolution, on fait table rase du passé et on reconstruit. Nous, ce que nous devons proposer, c'est se consacrer à un développement personnel, s'attaquer à la source du problème, pour que la finalité souhaitée soit acquise naturellement. Il y a une forme de logique juste qui se dégage de cela. Et c'est exactement ce sur quoi je vais appuyer, l'exemplarité. Avant de changer le monde, il faut se changer soi-même. Platon, dans la République, écrivait « Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer de nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, descendez d'abord dans votre cœur. Faites-y régner l'ordre, l'harmonie et la paix. Ensuite seulement, cherchez autour de vous des âmes qui vous ressemblent et passez à l'action. » La spiritualité, c'est la première étape. C'est quand l'homme naît et qu'il ne comprend pas ce qu'il voit, qu'il n'a pas encore la connaissance. Il va se mettre à croire, imaginer, rêver. Il va développer une foi en sa croyance et essayer de se développer personnellement pour être conforme à celle-ci. La spiritualité, c'est le guide. André Malraux a dit en 68 « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Est-ce que cela veut dire qu'il faut croire en Dieu? Pas du tout. Cela veut dire qu'il faut croire. Je vous renvoie à ma vidéo sur « Faut-il rechristianiser la France pour la sauver ?» question à laquelle je réponds à la négative. Croyez en une idole, une idée, un écosystème de cela, comme l'est la religion. Moi, j'ai placé ma foi dans la nation, celle qui est concrète au travers de l'humain qui la compose et spirituelle au travers de l'histoire et des ancêtres qui la constituent. La spiritualité, c'est ce qui transcende votre existence. Sans transcendance, vous n'existez qu'au travers de vous-même. Avec la transcendance, vous existez au travers de quelque chose qui vous dépasse et qui traverse les siècles. Un héritage et un legs. Une fois que l'on croit, que l'on a le cap, il reste à découvrir le terrain qu'il faut traverser pour atteindre et maintenir le cap. Les embûches, les chemins à suivre, ceux à ne pas prendre, le savoir, la culture, l'information, c'est la base de tout. C'est ce qui vous permet d'avoir le bagage pour comprendre le monde. Étape 1, s'instruire, obtenir les bases de la compréhension. Étape 2, se cultiver, obtenir une culture générale pour mettre en lien ses connaissances et comprendre.
Étape 3, s'informer, tenir à jour ses savoirs, les faire évoluer. Cela passe par l'apprentissage théorique, la philo, la littérature, les sciences, la géopolitique. Pour ce qui est de la philo, je vous suggère, voire vous impose le précepteur, qui est inégalé dans le domaine, car il n'impose pas à l'auditeur la pensée philosophique qu'il présente, il expose des raisonnements pour stimuler la réflexion. C'est la base de la philo. Utiliser sa raison. C'est vous le philosophe. Aussi, on imagine souvent que les connaissances se résument par l'apprentissage théorique. Mais détrompez-vous. Si vous vivez dans une bibliothèque et que vous n'avez aucune expérience du réel, vous vivrez par procuration au travers des exposés des auteurs que vous lisez. Si vous expérimentez, vous travaillez, vous voyagez, vous donnerez un sens concret à ce qui vous est décrit. L'expérience est la base du savoir. Et étymologiquement, expérimenter, c'est experiti, faire l'essai. C'est donc faire l'usage de son temps de vie pour acquérir une connaissance. C'est vivre. Le troisième commandement est relatif à l'activité physique. Il faut donc faire du sport. C'est la maxime, un esprit sain dans un corps sain. Vous avez deux possibilités. Faire du sport pour maintenir une forme physique, préserver un moment d'effort qui vous soulage mentalement. Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Cette méthode ne prend pas beaucoup de temps. Si vous êtes un gros bosseur, vous pouvez vous dégager 30 minutes par jour pour une séance de sport ou quelques heures par semaine. La seconde possibilité dépasse la pratique. C'est l'entraînement. Vous mettez votre corps à l'épreuve. Vous vous fixez des objectifs. Vous cultivez votre physique. Vous visez une performance. Vous vous comparez à une concurrence. Vous apprenez une discipline. La nutrition peut accompagner cela, c'est toujours un plus. Évidemment, je vous inciterai à avoir comme objectif la deuxième manière de faire du sport. Mais il est parfois compliqué de trouver le temps. Moi-même, j'ai des périodes où je ne peux plus m'entraîner et où je pratique seulement quelques minutes par jour. Donc, le strict minimum doit être respecté. Et il faut tendre vers un entraînement de son corps. Pour cela, je vous suggère de suivre le Raptor Dissident, notamment ses podcasts. Ces trois premiers commandements, vous l'avez vu, s'appliquent uniquement à votre personne. Ils ont une utilité personnelle. Dans l'absolu, le fait que vous fassiez du sport, que vous ayez lu Nietzsche ou que vous ayez une croyance ne changera pas la société. Cela ne regarde que vous. Maintenant, voyons comment vous pouvez utiliser cela pour toujours vous développer vous-même, mais faire des changements qui, à leur tour, auront une influence sur les autres. Le quatrième commandement, c'est la mise en pratique des précédents. Savoir, c'est bien, mais ça ne sert à rien dans l'absolu. Il faut utiliser ces savoirs pour être utile à la société, à la nation. Il faut utiliser ces savoirs pour être utile à la société, à la nation. Et cette mise en pratique doit se faire professionnellement. La profession, il faut arrêter de voir cela seulement comme l'outil pour gagner sa vie et jouir des plaisirs que nous offre notre argent. Si vous pensez comme cela, vous devenez esclave du capitalisme et vous ne vivez que pour jouir. Vous êtes un hédoniste. Pour appuyer mes propos, une étude IFOP pour lesmakers.fr révèle que 45% des Français ne travaillent que pour l'argent, contre 33% en 1993. Et 54% affirment que le travail est une contrainte et non une source d'épanouissement. C'est terrible. Cela signifie que la majorité des Français ont le sentiment d'être esclaves d'un système économique et ne tirent pas d'épanouissement à s'impliquer dedans. Il faut donc le refonder. La profession, c'est étymologiquement issu du latin professio, lui-même dérivé de profiteri, qui veut dire s'engager à. D'ailleurs, dans le langage courant, faire profession, c'est manifester une intention ou une opinion. C'est donc s'engager à quelque chose. Un religieux fait profession de foi lorsqu'il s'engage
à servir Dieu. Devenir professionnel, c'est donc s'engager à accomplir une tâche, un projet. Si ce projet est purement économique, le dropshipping par exemple, cette pratique qui consiste à vendre plus cher des produits achetés en Chine à un prix dérisoire et en faire la pub comme si c'était un produit d'exception, c'est se servir de ses connaissances à des fins pécuniaires. Vous ne servez rien en faisant cela, si ce n'est votre volonté de jouir de votre argent, d'un confort et d'un luxe. Vous vous engagez à vous servir vous-même au détriment des autres, les clients que vous trompez. En outre, si vous vous engagez pour faire vivre l'artisanat, comme l'atelier Missor ou le simple ébéniste de la ville qui façonne ses meubles, si vous décidez d'être architecte pour faire vivre l'identité architecturale de la France et pas construire des villas blanches avec des toits plats dans les campagnes, si vous décidez de travailler pour une compagnie d'énergie renouvelable au lieu d'une compagnie d'énergie fossile, et on peut appliquer cela à tant d'autres métiers, alors vous donnez une valeur à votre profession. Vous l'exercez non plus pour gagner seulement de l'argent, mais pour servir une cause. Cela peut être de grandes causes ou de moins grandes, comme fabriquer des jouets pour rendre heureux les enfants. Il faut donner un sens à sa profession et servir la société, la nation. Avoir un travail cohérent avec ce que nous sommes et œuvrer dans son travail à atteindre un idéal de société. Individuellement, nous ne changerons rien. C'est en apportant chacun sa pierre à l'édifice que celui-ci se construira. Et si nous le faisons avec cœur et en étant appliqués, alors les fondations seront solides et l'édifice indestructible. Même si de plus en plus certains le considèrent comme inutile, c'est essentiel. Le vote fait partie des pouvoirs essentiels du citoyen. Et juridiquement, c'est le seul moyen qu'il dispose pour faire le choix à qui il délègue sa souveraineté. Pour la Constitution française, le peuple français n'exerce jamais directement sa souveraineté. C'est en ça que cela peut paraître inutile, car on en a marre d'élire des gens qui nous représentent mal. C'est ça l'abstention. Mais c'est un mauvais choix, car pour agir efficacement, il faut user de toutes les armes dont on dispose. Je suis très critique envers la démocratie aujourd'hui qui dysfonctionne et frôle l'extinction. J'y reviendrai dans 2 prochaines vidéos qui se succéderont. C'est un thème que j'affectionne particulièrement et que je veux plus aborder, comme je l'avais fait dans celle sur la crise démocratique que je vous invite à aller voir. Pourquoi est-ce un mauvais choix? Car le mal de notre société, c'est l'individualisme. Et en agissant comme cela, vous faites le jeu de l'individualisme et vous délaissez le collectif. Car nous avons un pouvoir de changer collectivement les choses. Par la somme de nos votes individuels, le scrutin donne le pouvoir à des idées et l'ôte à d'autres. Vous avez donc un rôle d'arbitre. On entend parfois dire qu'il ne faut rien attendre de l'État. C'est faux. Il faut attendre de l'État la garantie de l'ordre public, de rendre la justice et de représenter et défendre la nation face à l'adversité étrangère, tant étatique que démographique. Oui, il ne faut pas placer toutes ses espérances dans le pouvoir politique, mais il faut essayer d'utiliser le petit pouvoir que l'on a sur l'État à notre avantage. En revanche, je clarifie, il ne faut pas attendre tout de l'État. Certains pensent que s'ils n'ont pas leur candidat au pouvoir, c'est la fin. Mais non, l'État, ce n'est pas seulement un pouvoir démocratique. C'est un pouvoir aristocratique détenu par des fonctionnaires. Les représentants ne peuvent donc pas tout. Ils font face à des verrous. Aussi, le système politique est propice au développement chez les hommes de ruses, de perfidies, de calculs électoraux. Et donc, le courage de l'action, au service des idées, est anéanti. Je vous renvoie à ma vidéo sur Notes sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, dans laquelle je reviens sur mon expérience en politique. Il ne faut donc surtout pas s'abstenir. Certes, l'abstention, c'est la manifestation d'un écœurement de la politique et un refus de participer à quelque chose d'inefficace et de malhonnête,
Mais c'est aussi s'avouer impuissant. Ne pas reconnaître la force que l'on peut avoir collectivement lors d'un scrutin et quelque part abandonner un pouvoir étatique à ses ennemis qui vont alors contrôler les lois, l'exécutif et la justice. Voter est un devoir de chaque Français pour défendre ses idées. Comme se battre est un devoir de chaque Français pour défendre son pays lorsqu'il est attaqué. Le vote est un pouvoir individuel. Il ne changera pas votre vie, mais il pourrait y contribuer. Saisissez-le. Après le pouvoir politique, parlons du pouvoir économique qui pourrait hiérarchiquement être placé avant le politique. Et je vais plus particulièrement vous inviter à vous interroger sur votre pouvoir de consommation, le pouvoir de la demande. Pour certains, me direz-vous, la question ne se pose pas puisque le salaire est si faible que le pouvoir d'achat contraint à acheter tous les produits les moins coûteux et donc, sans pouvoir d'achat, on est soumis au pouvoir de l'offre. Celui qui offre le moins. Tandis qu'avec des revenus, on peut choisir les produits sur des critères de qualité. La qualité du travail, la qualité de fabrication, la qualité de localisation de la production et tout autre critère de qualité. Mon propos ne vise donc pas la classe populaire qui est asphyxiée, quoiqu'il y a toujours à revoir dans sa consommation, mais s'adresse plus aux classes moyennes et aisées qui, par chance, ne sont pas infimes en France. Les membres de ces classes doivent s'interroger sur l'emploi de leur pouvoir de consommation. Et cela passe nécessairement par une consommation moins quantitative mais plus qualitative. Moins manger de viande, mais de meilleure qualité, plus locale ou écologique. Moins consommer de vêtements de mode, mais plus robustes, fabriqués en France, plus durables. En somme, tendre à une vie moins matérielle, mais plus spirituelle. Attacher plus d'importance à une fête alcoolisée entre amis occasionnels, plutôt qu'une soirée en boîte de nuit où l'on prend la table VIP et où l'on claque un demi-smic dans la soirée. Voilà quelques pistes de réflexion, pas du tout exhaustives, mais qui, j'en suis sûr, vous permettront de comprendre mon message. Sur ce point, je dédierai une vidéo à la philosophie épicurienne qui prône une vie de plaisir modéré, occasionnel, à la place de la philosophie hédoniste qui prône une vie de plaisir constant, ce qui mène à l'excès, qui pousse les frontières du plaisir de plus en plus loin et crée une souffrance du fait de la dépendance à ses plaisirs. L'homme est un éternel insatisfait. Alors pourquoi chercher à acheter un château, rouler en grosse voiture et détenir un grand capital si l'essentiel se situe dans la modération? Une vie de famille, des amis, une maison, un terrain en campagne, un potager, un chauffage peuvent nous suffire. Si vous cherchez à atteindre les sommets de la jouissance, ce désir ne sera jamais satisfait et vous serez malheureux car vous n'apprécierez pas ce qui devrait suffire à tout homme. Parfois, le choix de notre profession est compliqué. Il est faux de dire que sans diplôme et en provenant d'une classe sociale défavorisée, on est contraint de faire des jobs de merde toute sa vie. À un moment, ta vie t'appartient, il faut arrêter de se considérer comme une victime du système. Tu dois te prendre en main, t'émanciper et te diriger vers une profession que tu affectionnes. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Ça demande des efforts, des sacrifices, des épreuves semblant insurmontables, mais il est possible de changer de boulot, de te former et d'accéder à des métiers qui te semblent plus utiles ou plus gratifiants. Néanmoins, parfois, en attendant d'établir sa stratégie pour rebondir et accéder à une profession satisfaisante, on est contraint de faire des métiers moins gratifiants et alors on peut considérer qu'on n'est pas utile dans la société. Mais il y a d'autres solutions. C'est l'engagement associatif ou même politique. Toutes les personnes qui ont déjà eu un contrat de 35 heures dans leur vie savent qu'il reste amplement du temps à consacrer à d'autres activités. 35 heures, c'est même pas 2 jours dans une semaine. Même si vous êtes une marmotte et que vous dormez 10 heures par jour, ça vous laisse 63 heures de libre pour vous consacrer à un projet. Donc pas d'excuses. Je vais désormais vous citer
Julien Rochdy. Le vrai pouvoir se situe dans l'influence que l'on peut avoir sur les autres. Pouvoir influencer des décisions, des opinions, des modes et des mouvements. Là réside la véritable puissance. Dès lors, il faut être une personne influente. Ça peut être en créant sa chaîne, son compte Insta, ou simplement être une figure exemplaire dans son entourage. Et pas le vieux troll aigri qui insulte sur Twitter et se met en marge parce qu'il est mal à l'aise avec la société. C'est un sentiment légitime de se trouver désemparé, considérer ne pas vivre à la bonne époque, exécrer la mentalité ambiante qui ostracise le patriotisme et glorifie l'abandon de l'identité nationale, promeut l'accueil migratoire. Mais il faut affronter ce monde. Montrer la voie aux moutons qui suivent la masse bien pensante. Faire nation en s'unissant sur nos points communs et pas faire nation contre la société qui nous rejette. La nation se fonde sur l'amour d'un commun et pas sur la haine des différences. Il faut montrer que nous avons raison par les actes. Être exemplaire, cela veut dire incarner un exemple, servir de modèle. La finalité est d'être imité ou d'inspirer certains comportements. Il ne faut surtout pas s'isoler. Gardez vos groupes d'amis. On dit qu'il faut faire le tri dans ses amis et pas traîner avec des gauchos. Je ne pense pas. Il faut tenir tête. Par contre, ne vous laissez pas traîner dans la boue. Si vous insulte, remettez-les à sa place. Ses amis doivent bien sûr vous apporter des choses. C'est juste parce que vous les côtoyez au lycée et que vous restez avec eux par habitude, virez-les. Les amis doivent vous apporter le sourire, des conseils, la joie et la convivialité. Si la différence politique l'empêche, alors là, il faut changer. Mais il ne faut pas être un rustre qui rejette le monde. Si ce dernier ne vous convient pas, affrontez-le. Certains peuvent se dire « moi je vis au travers de la fraternité qui existe entre patriotes au sein de la nation que nous entretenons ». C'est bien, mais c'est pas assez. Cette fraternité est idéologique. On peut la percevoir dans le travail, dans la rue, mais savoir que des patriotes existent dans votre pays ne comble pas votre solitude. Si vous ne comptez que sur ça, vous allez être isolé. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Que chacun devienne exemplaire. On ne le dit pas assez, mais être français, ce n'est pas être parisien. C'est être ancré dans sa région. Que ce soit en Guadeloupe, en Occitanie, en Bretagne, en Corse, en Provence, en Alsace, j'en passe. Il faut vivre sa culture locale, par la langue, les traditions, les chants, les fêtes, les produits, les accents, les expressions, les paysages. Je développerai plus cela dans une vidéo dédiée, mais vous devez vous ancrer à votre terre natale. C'est le seul commandement qui est sur le paraître, qui peut sembler absurde et qui est peut-être le plus critiquable. Mais l'omettre serait négliger un marqueur d'appartenance fort. S'il est en 10e position, c'est parce que ce n'est pas le plus important. Mais il reste un argument de taille. Il faut faire de l'habit un symbole. Le vêtement est souvent utilisé pour véhiculer un mouvement de pensée ou une appartenance à un groupe. Les gangs japonais avaient des codes vestimentaires. Pareil pour les blousons noirs en France qui étaient les racailles des années 50-60. Comme quoi, même les raclures avaient la classe avant. Et on peut citer simplement les uniformes militaires religieux qui renvoient une image d'unité et d'appartenance. Je vous conseille de suivre sur Instagram Alex Cormac, Emmanuel PCR ou même Le Doc qui mettent en avant l'élégance masculine. Pour les femmes, je m'excuse, je n'ai pas connaissance d'équivalent. Vous pouvez les mentionner en commentaire. Alors, il ne s'agit pas de s'habiller tous les jours avec une chemise et une veste. Chacun peut avoir son style. Il faut s'éloigner de la mode américaine, celle qui est portée par les ados. C'est normal que ces derniers soient en opposition avec les standards de la société et s'habillent différemment, comme leurs idoles qui sont souvent eux-mêmes jeunes. Mais passé l'adolescence, faut arrêter. On ne fait pas nation avec des ados. Si arrivé à 25 ans, tu mets encore des survêtements en dehors du sport, il y a un problème. À 40 ans, j'en parle pas. T'es perdu.
Et si par mégarde, certains sont attirés par les camis sous la baya, ça se passe de commentaires. Alors le style, c'est cher, il faut voir cela sur le temps long. Moi, par exemple, j'ai décidé que je n'achèterai plus de vêtements streetwear. Il faut changer de style, être classe. Alors, en termes de pognon, c'est sûr que c'est pas demain que je renouvelle ma garde-robe. Et à la fréquence où j'achète des fringues, je l'aurai renouvelé dans 10 ans. Mais peu importe. L'important, c'est d'avoir des objectifs et de vous créer l'image de la personne que vous voulez être. Extérieurement, mais surtout, et avant tout, intérieurement. En conclusion, soyez intransigeant. Intransigeant avec vous-même avant de l'être avec les autres. Fixez-vous des objectifs, prenez un papier, une to-do list, hebdomadaire, annuelle. Complétez vos objectifs. Et quand vous commencerez à tendre vers l'homme ou la femme que vous souhaitez être, vous donnerez des leçons aux autres, par l'exemple. Soyez cohérent avec vos idées. Tout cela, c'est la philosophie dont je veux parler sur cette chaîne. Une contre-société, oui, mais avec les portes ouvertes à ceux qui veulent changer. Nos portes doivent rester grandes ouvertes pour ne pas être une secte, parce qu'on ne trouvera pas de solution en vivant en autarcie et en étant rabougri. Il faut s'imposer. En revanche, attention, il faut devenir des archétypes, pas des caricatures. Il ne faut pas tomber dans le fanatisme. Il faut rester équilibré. C'est la clé de tout. Toute la laideur de notre société, sa trajectoire et notre mal-être nous poussent vers le pessimisme. Mais c'est une manière de penser qui ne me va pas. J'ai toujours été optimiste et je pense que ce qui nous arrive est un mal pour un bien. Nous n'étions pas là pour prendre les décisions et préserver la France. La génération des boomers a fait le choix d'abandonner l'identité nationale. Notre responsabilité est de se la réapproprier en suivant ses commandements. Je vous remercie. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos dont j'ai parlé dans cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour profiter de toutes les autres vidéos déjà sorties et à venir. N'oublie pas non plus d'aller me suivre sur Instagram. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.